le domaine qui nous rassemble aujourd'hui, questionner n'est pas si évident. On nous reproche parfois que questionner va être une remise en cause, ce qui n'est pas la même chose. On est dans une époque aussi où il y a beaucoup d'affirmations, et des fois on méconnaît la question qui se cache derrière l'affirmation. Donc on a effectivement du travail pour maintenir en tension et permettre cette élaboration, cet éclairage auquel on contribue donc aujourd'hui. Donc c'est des cliniciens qui vont parler donc de leur travail, des professionnels qui vont parler de leur travail et de leur accompagnement des personnes concernées et de leur famille, dont on a parlé tout à l'heure, qui sont peuvent être elles-mêmes en questionnement ou en difficulté. Alors voilà, je ne suis pas beaucoup plus long, je donne la parole à Odile qui, je crois, est prête. Donc je m'appelle Odile Renoir, je suis présidente de l'association Être, qui signifie homosexuel L2LE aussi, et transgenre enseigner écouter. Elle a été créée par plusieurs personnes, dont moi-même en 2010. Donc elle fête, en mars 2010, elle fête ce mois-ci sa 13e année. Donc ça veut dire qu'on a quand même une certaine habitude de cette thématique LGBTQIA+. Au début c'était LGBT, mais après maintenant c'est LGBTQIA+. Hein. Comme disait une précédente intervenante, on rajoute tout le temps des acronymes, quoi. Voilà, alors, donc là il y a le logo. Notre association s'occupe environ depuis 2010, ça doit faire 250 personnes LGBT différentes qui nous contactent par Internet, par le téléphone, par message, Messenger, etc. Et qui sont en demande de renseignements parce qu'elles se posent des questions sur leur orientation sexuelle ou sur leur identité de genre. Et donc nous, on est en capacité de leur répondre. Et le premier contact se fait soit par téléphone, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très introverties, très timides, qui n'ont jamais parlé de cette thématique qui les touche à personne. Donc c'est la première fois qu'elles en parlent. Pour elles, c'est très très compliqué. Donc soit au téléphone parce qu'on ne se voit pas, soit dans un bureau que nous avons dans un espace qui malheureusement s'appelle Espace Santé. Mais la mairie nous a autorisé à avoir un petit bureau, le plus petit d'ailleurs, à condition qu'on accepte d'être dans cet espace dit santé. Nous, on a dit on n'est pas des malades, hein, mais ils ont dit c'est ça ou rien, donc on a dit oui, tant pis. Parce qu'on est à côté des diabétiques, des obèses, des cardiaques, enfin voilà. Chaque bureau a sa spécificité, donc nous, c'est être, voilà. Et je précise quand même une anecdote, c'est que dans l'ascenseur, comme en bas, il n'y a rien d'écrit, on met des petites affichettes comme ça, et régulièrement, on les trouve déchirées. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais visiblement, c'est une thématique qui ne plaît pas à tout le monde. Hein, voilà. Donc, je suis très contente d'être ici, invitée par Thierry. Parce que c'est toujours intéressant de parler au public et aux personnes qui s'y intéressent et qui parfois se posent beaucoup de questions. Donc nous avons ce bureau dans lequel nous accueillons les personnes en tête-à-tête, hein, parce que c'est plus facile pour eux, pour elles. Et si elles sont d'accord, elles peuvent aussi venir tous les samedis après-midi dans un local qu'on nous prête pour être ensemble, c'est déjà ça. Être dans un lieu en sécurité, d'un lieu accueillant, d'un lieu non jugeant. Et c'est souvent le premier endroit où elles se sentent vraiment, elles ou ils se sentent à l'aise pour parler d'eux ou d'elles-mêmes. Nous faisons aussi tous les 15 jours un groupe de parole, personnes concernées, auquel je n'assiste pas, bien sûr, parce que je n'ai pas envie de bloquer la parole. Et ce groupe est dirigé par une psychoclinicienne qui est elle-même LGBT. Nous avons aussi un groupe de parole de parents qui est mené par une médiatrice familiale, elle-même aussi LGBT, parce que pour les personnes présentes et les personnes en demande, c'est beaucoup plus sécurisant pour elles
d'être dans un milieu que les personnes qui interviennent connaissent. Hein. Alors, pour l'histoire des groupes de parents, dans ces groupes de parents, il y a des parents qui sont tout à fait ouverts, il y a des parents qui sont en questionnement, il y a des parents dont, par exemple, un des deux est opposant, l'autre est ouvert. Donc, il y a un peu toutes sortes de catégories de parents. Et ce qui est intéressant, c'est justement que les parents parlent entre eux. Au départ, c'est ça, hein, c'est ça le plus intéressant pour eux, parce qu'ils ont vécu la même chose. Et moi-même, je fais partie des personnes assistant au groupe de parents parce que je suis moi-même maman de personnes trans, de personnes non-binaires et de personnes aussi homosexuelles. Donc, j'ai le droit d'assister à ce groupe-là. Voilà. Dans cette association, nous accueillons toutes les personnes qui nous sollicitent, en particulier depuis quelques années, des migrants trans LGBTQIA+. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pour eux une situation dramatique. Dramatique parce que, d'abord, ils partent de chez eux parce qu'ils ont vécu des horreurs, vraiment. Et en particulier, les jeunes femmes lesbiennes. On parle beaucoup du parcours des migrants en général, mais on oublie la situation des lesbiennes. Et les lesbiennes, pendant leur parcours, leur trajet pour partir de leur pays, en général d'Afrique, hein, d'Afrique centrale, enfin d'Afrique quoi, et pas d'Afrique du Nord, hein, mais d'Afrique. Et elles subissent, en fait, elles subissent des viols à chaque étape. À chaque étape, elles subissent des viols. Que ce soit pour les passeurs, que ce soit même avec les autres personnes qui font le parcours. Quand elles arrivent, par exemple, souvent, elles passent par la Turquie. Et il faut savoir qu'en Turquie, de toute façon, les filles sont violées et sont emprisonnées. Là, tous les migrants demandeurs d'asile qui passent par la Turquie sont emprisonnés. Voilà. Après, ils se retrouvent en Grèce et puis après, ils arrivent plus ou moins en Italie ou France, chez nous. Il faut savoir que quand ils arrivent chez nous, ils ont déjà vécu des choses épouvantables. Donc, quand ils arrivent chez nous, ils sont enfin dans un milieu accueillant, tranquille, non jugeant et empathique. Et pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je vais vous dire, il ne manque pas un samedi après-midi. Hein. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et même s'ils ne parlent pas le français, par chance, je parle anglais. Et donc, on se débrouille. Hein. Puis, il y en a 2-3 qui baragouinent un peu. Donc, voilà. Et finalement, le groupe se forme et les gens font une espèce de... Je ne pourrais pas dire une famille, mais c'est un peu ça. Ils se sentent tellement bien que pour eux, c'est un peu la famille. D'ailleurs, je ne devrais pas vous le dire, mais ils m'appellent tous maman. Alors que je ne suis pas du tout leur mère. Moi, j'ai des enfants, des petits-enfants. Mais pour eux, ça leur fait plaisir parce qu'ils ont besoin d'une figure parentale. Hein, voilà. Et ce qu'on fait aussi dans notre association, on fête les anniversaires, on organise des séances de jeux, on organise du dessin, des sorties. On va à la marche des visibilités à Strasbourg aussi. On a un char. C'est moi qui le conduis d'ailleurs. Oui, ça fait rire. Et on a un stand aussi et tout le monde participe avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Et c'est un moment pour eux extrêmement festif et en même temps très tranquille parce qu'ils savent qu'on ne va pas les embêter, quoi. Voilà. Je voulais vous dire aussi que donc chez nous, depuis 2010, moi j'ai un cahier dans lequel, un répertoire, dans lequel quand j'ai fait les entretiens, je note ce qu'on me dit, mais ce cahier, il est secret. Et j'en ai 6 comme ça, plein, 6. Hein, c'est vous dire le nombre de personnes que nous accompagnons. Il y en a qu'on n'accompagne plus parce qu'ils ont fini leur transition ou leur situation s'est beaucoup améliorée vis-à-vis de leur famille ou vis-à-vis de leur travail. Il faut aussi savoir que les personnes, par exemple, transidentitaires, ont énormément de mal à trouver du travail parce que quand elles n'ont pas fait leur changement d'identité, leurs papiers sont encore à leur identité d'origine, de naissance. Et si, par exemple, le passing, c'est-à-dire l'apparence qu'elles ont et que les gens voient, des fois, c'est complètement différent
de leur identité. Et là, on leur dit souvent, quand vous aurez changé d'identité et quand vous aurez fini votre transition, vous reviendrez. C'est-à-dire jamais. Donc c'est pour ça qu'un énorme pourcentage de personnes transidentitaires n'ont pas de travail. Et c'est extrêmement compliqué pour eux de vivre. Hein. Il y en a certaines ou certains qui peuvent demander l'allocation adulte handicapé parce qu'il y a quelques années, c'était accepté et maintenant, ça ne l'est plus. Donc, pour avoir un revenu, à partir du moment où on a le 25 ans, on peut demander le RSA, mais avant, quid, hein, c'est extrêmement difficile. Voilà. Et puis, par contre, par exemple, les migrants, chez nous, les migrants, on a beaucoup de gays, beaucoup de lesbiennes, mais on a peu de personnes trans, ou alors ils n'osent pas le dire ouvertement. Parfois, ils me le disent à moi, mais c'est rare. C'est vraiment très, très rare. Parce que pour eux, c'est quelque chose d'inimaginable qu'on puisse faire une transition. Pour eux, c'est pas possible, parce que dans leur pays, déjà, être gay et lesbienne, c'est passible soit de la peine de mort, soit de la prison à vie, soit de vraiment, par exemple, d'assassinat dans le quartier, ou même par la police. Hein. Il faut savoir que même les pays qui sont dits ouverts, c'est faux. C'est faux, parce que dans la réalité de leur vie, c'est comme ça. Dans le quartier, si on découvre un couple de lesbiennes ou un couple de gays ensemble, toute la famille déjà, et puis chez les Africains, la famille, c'est très, très, très large. Et tout le quartier vont les massacrer. J'ai une vidéo, mais je ne peux pas vous la montrer. Hein. C'est horrible. Ils les tuent à coups de bâton. Enfin, voilà, c'est horrible, ça. Et quand ils ont la chance, si je puis dire, d'arriver chez nous, ils n'osent pas parler, même pas tellement de leur homosexualité, parce que quand je leur pose la question, je leur dis « Pourquoi est-ce que tu es venu ici ?» Parce que chez moi, c'est difficile. Je dis « Mais qu'est-ce qui est difficile ?» Parce que c'est vraiment difficile. Je dis « Mais explique. » Parce que je suis comme ça. Jamais ils vont dire je suis homosexuelle ou lesbienne. Je suis comme ça. Vous vous rendez compte de la peur qu'ont ces personnes-là. C'est vraiment affreux. Donc chez nous, ils sont très contents d'être là. Et par contre, comme ils arrivent, ils sont demandeurs d'asile, ils ont besoin d'une carte de séjour, d'une autorisation de séjour. Et par contre, l'OFPRA, c'est-à-dire l'Office français pour les rapatriés et les demandeurs d'asile, est très dubitative sur leur parcours de vie. Parce qu'ils doivent aller voir une assistante sociale. Espérons qu'elle est formée. Il y en a qui ne sont pas du tout là-dessus et c'est très, très compliqué. Elles doivent faire leur parcours de vie. Et dans le parcours de vie, il faut être très explicite. Parce que si vous ne dites pas vraiment tout, l'OFPRA va refuser votre demande d'autorisation de séjour. Donc, si c'est refusé, après, on peut redemander un réexamen à la CNDA. Et là, souvent, c'est refusé aussi parce que le gouvernement a donné des directives à l'OFPRA et à la CNDA pour dire les migrants, ça suffit. On veut bien les migrants européens, on veut bien les migrants qui ont des diplômes, mais évidemment que les migrants qui viennent chez nous, souvent, n'ont pas de diplôme, n'ont pas fait une scolarité, n'ont même pas terminé souvent leur scolarité, ou alors ont des formations d'artisans et encore pas toujours. Donc, le gouvernement ne veut pas de ces personnes-là. C'est pour ça que je leur dis souvent, mais montre-moi ton parcours de vie, parce qu'il faut vraiment insister sur tous les détails. Et si vous savez que cette personne, en venant chez nous en France, dit « je suis comme ça », vous imaginez bien que pour eux, c'est extrêmement difficile dans leur parcours de vie de raconter j'ai rencontré un tel, je suis tombé amoureux, j'ai eu des relations sexuelles, machin. C'est compliqué. C'est vraiment très compliqué pour eux. Donc, il y en a beaucoup qui sont refusés. Et on en cache un, carrément, parce qu'il a une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Et lui avait même un article, un journal de son pays, parce qu'il avait créé sous le manteau une petite association LGBT. Et sa tête était mise à prix.
dans un journal africain. Il est nigérien. Et ce journal, il l'a mis dans son dossier pour l'OFPRA. Et ça a été refusé. Refusé. Vous vous rendez compte ? Donc, c'est presque insoluble. Insoluble. Donc, nous, on l'a caché parce que voilà, hein, personne ne sait où il est. Même pas les gens de l'association. Il vient le samedi, mais il ne dit pas où il est, rien du tout. Et il n'a aucun revenu, bien entendu. Hein. Aucun. Il faut savoir que les migrants, quand ils arrivent, ils se déclarent à la préfecture et ils ont droit à une petite somme, environ 200, 250 euros. Ils ont une carte de l'OFII, hein, l'Office français de l'immigration, et avec cette carte, ils n'ont pas le droit de sortir de l'argent, il faut le savoir. Hein. Ils ont juste le droit d'acheter certaines choses plutôt alimentaires. Hein, voilà. Moi, je précise tout ça parce que je sais que les gens ne le savent pas. Hein, et c'est très intéressant. Et on a malheureusement un jeune Iranien qui est arrivé en France, qui lui a eu la chance d'avoir l'autorisation de séjour. Et tout de suite après, il a déclaré un cancer et il est mort en août l'année dernière. Et c'est nous qui avons payé ses frais d'obsèques. Parce que ses parents n'ont rien voulu savoir. Hein. De toute façon, ses parents l'avaient dénoncé à la police islamique, faut le savoir. Donc, on n'allait pas solliciter ses parents. Donc, c'est pour vous dire que dans notre association, nous recevons toutes sortes de cas et de personnes et nous sommes ouverts à tout. Malheureusement, nous ne sommes absolument pas aidés ni par les municipalités, ni par personne. Hein. Par contre, nous avons demandé à la DILCRA, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les haines LGBTQIA+. Hein. Nous avons demandé une subvention que nous avons reçue. Enfin, on a eu l'accord officiel. On n'a pas encore l'argent. Il faut attendre un peu. Et notre projet, c'était de faire des interventions dans les collèges et les lycées en direction des élèves et en particulier des enseignants. Parce que quand on parle des élèves, à partir de la seconde, les élèves seconde, première, terminale, eux sont beaucoup plus ouverts que les collèges. Les lycées sont ouverts, les collèges pas du tout. Une anecdote encore, j'ai fait une intervention dans un collège il y a quelques mois. J'ai récupéré ma voiture avec les pneus crevés. Hein. Parce que moi, j'affiche. Sur ma voiture, il y a la lesbophobie tue, la transphobie tue, il y a le drapeau LGBT. Enfin voilà, moi je me cache pas, je milite beaucoup. Hein. Même si moi personnellement je suis pas concernée, en tant que maman, en tant que grand-mère, en tant que militante, je me sens concernée. C'est vous dire que c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Si vous voulez voir des petits reportages. Des personnes de notre association ont fait un reportage qui s'appelle C'est beau dehors. C'est sur YouTube. Il y a une vidéo qui a été passée sur France 3, mais je crois qu'elle est aussi sur YouTube, qui s'appelle Carrément. Et là, c'est un petit reportage sur un homme trans qui a commencé sa transition avec nous. Et en fait, il m'a appelé en me disant, voilà, en m'exposant sa thématique. Et tout de suite après, sa mère m'a appelé en me disant, si vous lui répondez, si elle fait quoi que ce soit, je vous dénonce à la police. Voilà certaines positions de parents. Hein. Bon, je précise que maintenant, la mère est tout à fait ouverte, tout se passe bien. Mais il y a toujours des étapes. Il faut penser à ça. Les étapes, c'est un peu compliqué pour les parents. Un peu beaucoup parfois. Hein. Et donc ce petit reportage, c'est Eden donc, qui parle. Et je vous précise que Eden, au bout d'un an de transition, il s'est beaucoup posé des questions. Et je me souviens, il était chez moi, assis dans un fauteuil, complètement prostré. Et il me disait, je crois que je vais arrêter. Je dis, mais pourquoi ? Ah, mais écoute, être un homme, ça me déplaît. Quand je vois le comportement des mecs, ça me déplaît. J'ai pas envie d'être comme ça. Le patriarcat, le cis-hétéro-patriarcat, ça me va pas. J'ai dit, mais Eden, toi, tu seras un exemple d'hommes différents. Et ce sera bien. Et il a réfléchi, puis il a dit, oui, t'as raison. Et maintenant, tout va bien. Il a un bon travail, il a une femme qui est enceinte. Ils vont se marier, là, au mois de mai. Ils m'ont invité, donc voilà. C'est pour dire qu'il y a une vie
une vraie vie sociale aussi, après les transitions. Je voulais aussi parler du taux de suicide. Le taux de suicide est beaucoup plus élevé que ce qu'a dit Béatrice. En tout cas, toutes les personnes trans, absolument toutes, ont pensé au suicide. Toutes. Et disons 80... Allez, je vais être gentille. 80% des ados en questionnement se scarifient et pensent au suicide et font des tentatives de suicide. Encore un samedi qui est venu. Je passe la parole à Laura Dill et Jeanne Schuller qui travaillent donc en CMP à Saverne. Et je pense que les derniers propos de Odile font le lien avec, j'imagine, ce que vous allez nous apporter. Voilà, donc du coup, je m'appelle Dill Laura, je suis infirmière faisant fonction cadre au CMP enfants-adolescents de Saverne. Et donc, on va vous présenter avec ma collègue Jeanne Schuller une intervention autour du travail institutionnel en CMP et de comment on articule en fait les différentes prises en charge autour des adolescents et de la question, enfin de tout ce qui tourne autour de la question de genre et du processus identitaire à l'adolescence. Voilà. Voilà, bonjour. On voulait en premier lieu remercier Jonathan qui nous a proposé de participer à cette journée. On travaille toutes les deux au sein d'un centre médico-psychologique pour enfants et pour adolescents. Pour un petit rappel rapide, un centre médico-psychologique, c'est une structure de soins qui est issue du service public hospitalier et donc qui a pour mission d'accueillir et d'accompagner toute personne qui présente une souffrance psychique. Voilà, on y travaille en équipe pluridisciplinaire, donc avec des médecins pédopsychiatres, des infirmiers, des éducateurs, des psychologues, entre autres. Et on est amené à proposer différents accompagnements, donc en l'occurrence aux enfants, aux adolescents et à leurs familles. Ça peut être des consultations individuelles et ça peut aussi être des groupes à visée thérapeutique. Donc depuis plusieurs années, on a constaté dans notre pratique l'augmentation du nombre de jeunes qui se présentent à nous, se présentant comme transgenres ou ayant des préoccupations, des interrogations en lien avec leur identité de genre. Et cette augmentation nous a conduit à nous questionner et à nous demander un peu comment accompagner dans le soin ces jeunes dont les professionnels ne partagent parfois pas les mêmes repères, que ce soit en termes de sémantique, par exemple de vocable utilisé, mais aussi tout ce qui est référence aux réseaux sociaux ou aux catégories de genre auxquelles ils peuvent s'identifier. Et donc ça nous a amené à beaucoup nous questionner. Et on va un petit peu mettre au travail avec vous deux situations cliniques qui nous ont questionnés et qui nous ont amenés à questionner nos pratiques. Donc, du coup, par rapport aux situations cliniques, il est important de rappeler qu'on a anonymisé les situations, qu'on a changé les noms, les éléments d'histoire aussi, d'anamnèse. Voilà. Donc du coup, je vais commencer par vous présenter la vignette clinique de Sarah, qui a 13 ans. Donc Sarah a été admise en groupe thérapeutique suite à une hospitalisation en pédiatrie faisant suite à des idées suicidaires exprimées au collège. C'est le pédopsychiatre qui est en charge de la liaison avec la pédiatrie qui va nous orienter Sarah en demandant des soins en groupe, en plus bien sûr de son suivi médical. Donc du coup, Sarah semble avoir souffert de harcèlement lorsqu'elle était scolarisée en classe de CM2. La même année, elle a déménagé, elle a changé d'école. D'après sa maman, c'est l'élément déclencheur de son mal-être. À ce jour, la scolarisation reste encore difficile. Irrégulière, Sarah semble souffrir de moqueries au collège. Elle a perdu confiance en elle, présente un manque d'assurance sur un fond d'inhibition et de timidité. Du coup, dès le premier entretien médical, Sarah exprime et parle assez spontanément de son homosexualité. Elle aurait une petite amie qui s'appellerait Émilie. Puis au fur et à mesure des groupes et des entretiens, donc des entretiens médicaux, Sarah se livre sur sa problématique de genre. Elle dit se sentir transgenre et neptunique, donc qui aime tous les genres sauf le genre masculin. Elle souhaite qu'on la prénomme Lota et qu'on utilise l'article Yel. Quelques semaines plus tard, Sarah dit avoir un petit ami qui s'appelle Sacha. À ce moment-là, Sarah voudrait que l'on appelle Fred, dit se sentir garçon. Yel dit aussi que son petit ami est transgenre. Jusque-là, vous me suivez, du coup ? Ça a été compliqué pour nous au niveau des groupes. D'un point de vue clinique, nous observerons des éléments subdépressifs,
Un état qui évoluerait depuis 2 ans avec des mises en danger telles que scarification, prise de médicaments, mais aussi de la dévalorisation, l'expression d'un sentiment d'être un poids pour sa famille, un ralentissement idéomoteur, des difficultés à prendre soin de Yael et à faire les gestes de la vie quotidienne, tels que se lever, s'habiller, et puis de l'anxiété. En groupe, Sarah ou Fred a toujours la même présentation. Yael porte un masque, a des cheveux mi-longs bruns, des boucles d'oreilles. Yael fuit le regard, fixant le sol, cheveux recouvrant le visage. Yael a un doudou, qui n'est pas toujours le même. Ne parle pas spontanément, mais répond aux questions. A beaucoup de mal à se présenter, parle tout bas. Yael accepte tout de même de participer aux médiations proposées. Yael a pu se lâcher, s'oublier, sourire, mais pas souvent. À un moment, semblait se lier d'amitié avec une jeune fille du groupe, mais ça a été de courte durée. Ne semble pas sécure et refuse également les mains tendues des autres jeunes. En janvier 2022, Yael nous a demandé d'arrêter le groupe en faveur d'une psychothérapie individuelle. Une discussion en équipe pluridisciplinaire a eu lieu afin de retravailler la question de l'indication et d'orienter Sarah vers un temps individuel avec un psychologue. Accompagnement nous semblant plus propice à l'élaboration. Un rendez-vous médical est proposé à Sarah et sa famille pour en discuter. Lors de l'entretien individuel avec la famille, du coup, la maman a du mal à se rendre compte de la problématique de son enfant. Le père est plus abrupt au premier abord, mais tous les deux semblent compréhensifs et sensibles au questionnement adolescent et ou identitaire de Sarah ou Fred. Depuis mai 2022, Sarah a commencé une psychothérapie individuelle. Voilà, alors dans l'analyse qu'on a faite de cette situation en équipe, les professionnels soignants qui encadraient au début le groupe dans lequel était accueillie Sarah ont pu témoigner d'une forme d'embarras, d'inconfort par rapport à l'inadéquation qu'elle exprimait ressentir d'avec son genre. Ils étaient cependant sensibles et même très intéressés par la problématique qu'elle mettait en avant. Mais en fait, c'est comme si dans la rencontre, ils s'étaient un peu heurtés à la question de la désignation. Ils ne savaient pas comment s'adresser à elle. Parfois, ils essayaient de changer de prénom, mais ils se trompaient. Ils essayaient aussi d'utiliser d'autres pronoms, de passer du féminin au masculin, mais ils se trompaient et ils se sentaient déstabilisés et déconcertés par les demandes de la jeune fille, du jeune homme. Et finalement, ils ont établi pendant nos réflexions en équipe que cette déstabilisation de leur part pouvait avoir joué un rôle dans le fait qu'ils avaient l'impression de ne pas avoir réussi à tisser une relation de confiance préalable aux soins avec cette jeune fille, ce jeune homme. Et donc, on peut également soulever chez eux la préoccupation qu'ils avaient toujours à l'esprit et qui se centrait autour du fait de ne pas venir figer quelque chose dans le questionnement de cette adolescente, de cet adolescent qui était potentiellement en mouvement. En fait, ils craignaient que de leur place d'identifier adultes et professionnels, ils puissent venir figer quelque chose d'un questionnement qui pourrait s'avérer transitoire chez cette jeune fille, ce jeune homme. Ce qui nous a semblé important à l'issue de notre réflexion en équipe, c'était la question de la reconnaissance de son identité de genre que sollicitait à ce moment-là cette jeune-là dans le cadre de la rencontre avec ses professionnels, mais également son caractère incertain, mouvant, son ambivalence et oui, effectivement, le caractère un petit peu mouvant de ces demandes. Ce qui nous a semblé important de notre place, c'était de ne pas chercher à étouffer l'incertitude qui ressortait des questionnements de cette jeune fille, mais bien à ouvrir les choses avec elle, avec lui, plutôt que de les refermer. On s'est dit que si cette incertitude existait, peut-être qu'elle était aussi à faire exister sur ce plan psychique-là, et qu'il nous fallait respecter que les choses soient en mouvement et rester à l'écoute sans rien venir figer pour ce jeune. En deuxième lieu, ce qui nous a semblé un petit peu important pour réfléchir à cette situation, c'était la question du symptôme. Donc à l'époque à laquelle on a réfléchi, c'était l'année dernière, le symptôme sur lequel on s'est appuyé, c'était celui de la dysphorie de genre.
Et pour s'appuyer sur ce symptôme, on s'est appuyé sur la définition du site d'SOS Homophobie. Donc je vous lis la définition qui nous a servi de notre réflexion. La dysphorie de genre se définit comme un état de mal-être profond ressenti par les personnes trans qui expérimentent des situations d'inadéquation entre leur identité de genre vécue et le genre assigné à leur naissance sur la base de leurs organes génitaux. Donc c'est donc le sentiment d'inadéquation entre son genre ressenti, vécu, et son sexe biologique assigné, et ainsi la souffrance et la détresse qui en découlent pour les personnes qui fondent la définition de ce symptôme. En réfléchissant en équipe dans l'après-coup, on s'est demandé si ce symptôme au premier plan qui apparaissait comme bruyant, c'est-à-dire qui prenait un petit peu toute la place et qui focalisait un petit peu l'attention et le regard clinique des soignants, n'avait pas finalement éclipsé une autre symptomatologie plus globale, plus générale chez ce jeune. Et en effet, dans la situation qu'a présentée ma collègue, on voit que progressivement, Sarah présente des manifestations d'ordre plus psychopathologique, comme des signes de dépressivité avec un repli sur soi de plus en plus prononcé, figuré par une longue frange de cheveux qui venait masquer son visage, un temps de latence qui s'allongeait de plus en plus dans ses réponses, avec parfois même un début de mutisme et un refus de participer aux activités du jour qui étaient proposées en groupe, et puis une mise à l'écart ou un évitement de la relation avec ses pairs, et tout à la fin une demande qui, elle, a pu formuler de ne plus venir en groupe. Donc suite à la proposition de l'équipe, elle a accepté de se rendre en psychothérapie individuelle avec une des psychologues de notre structure. Mais on peut quand même se demander si le symptôme qui apparaissait de la dysphorie de genre, ou peut-être aujourd'hui on pourrait plutôt dire de l'incongruence de genre, n'a pas en premier lieu éclipsé la question de la symptomatologie plus globale chez cette jeune fille. Et en dernier lieu, par rapport à cette situation, ce qui nous semble important, c'est de ne pas faire l'impasse sur la question du processus adolescent, comme on l'a évoqué tout au long de cette journée, comme un remaniement et un réaménagement identitaire, à ne pas oublier que la quête de soi et de son identité qui est à l'œuvre chez chaque adolescent est aussi à entendre comme un cheminement. Ce qui nous semble important, c'est de rester attentif et à l'écoute d'un vécu qui serait un vécu typiquement adolescent. C'est un vécu qui peut venir se caractériser par exemple aussi bien par des mouvements dépressifs que par exemple par des mouvements pervers ou encore des mouvements qui pourraient s'apparenter à des mouvements psychotiques sans qu'il y ait pour autant d'éléments de dissociation ancrés, installés chez l'adolescent qu'on accompagne. Donc il nous appartient de repérer ce qui relève des mouvements psychiques adolescents par essence transitoires et mouvants, peut-être ou pas, et de distinguer ces mouvements typiquement adolescents d'un fonctionnement qui aurait davantage trait à une psychopathologie qui serait en train de se mettre en place. Voilà, on va vous présenter la deuxième situation. Donc, du coup, c'est la vignette clinique de Louise et on va démarrer par un moment passé en groupe thérapeutique avec cette adolescente. Alors, Louise, en fait, je crois que je sais plus trop ce que je veux être. En un an, j'ai changé plusieurs fois d'idée sur ce que je croyais être. C'est vrai qu'il y a eu un groupe il y a quelques mois où tu avais pu échanger sur tes ressentis autour d'un cheminement identitaire, un autre autour de ton attirance pour les filles. Tu avais fini par nous dire que tu pensais être lesbienne. Oui, c'est vrai, et j'ai même fait 4 fois mon coming out en une nuit à une copine. Et qu'est-ce que tu penses de cette réflexion un peu globale sur ton année, sur ces changements ? Je sais pas trop, c'est bizarre. Est-ce que tu crois que ça doit être figé ? Qu'est-ce qui pourrait faire changer ton point de vue ? Je sais pas. Peut-être les rencontres que tu feras dans ta vie ? C'est vrai, peut-être que ça peut changer, mais en vrai, je pense quand même être bi. Donc du coup, après une consultation auprès du pédopsychiatre de l'une de notre CMP, Louise, qui a 14 ans, a intégré un groupe thérapeutique donc dans un contexte de déscolarisation progressive qui s'est étalé de la 6e à début 4e. Donc il y avait un fond d'anxiété et un contexte d'harcèlement qu'elle a vécu avec sa meilleure amie de l'époque. Le contexte d'harcèlement est compliqué à comprendre, mais est vécu intensément par Louise dans le rapport amical, affectif, fusionnel qu'elle entretenait avec son amie. Pour resituer, Louise est la fille unique d'une famille recomposée. Son père et sa mère ont eu respectivement un enfant avant de se rencontrer. C'est la petite dernière.
Elle a peu de limites, sans non plus être livrée à elle-même. Elle a toujours été surprotégée. Ses parents intervenant dans les relations avec ses pairs, essayant de réguler à sa place, notamment avec son amie harceleuse, menant à de grosses altercations avec les parents de cette amie. Louise et sa mère sont très proches. C'est fusionnel et plus d'une fois à domicile, des crises allant jusqu'aux insultes ont eu lieu. Je cite « Tu es trop intrusive ». Lorsque ces crises ont eu lieu, le père a toujours eu du mal à faire fonction de tiers. La discussion qui semblait nécessaire pour mettre des limites à Louise dans la relation à sa mère se transformait en balade avec le chien le soir et en moments sympas. À ce moment-là de la prise en soin, plusieurs questions se posent à nous, à moi. Est-ce une manifestation de toute puissance ? La reviviscence d'un Oedipe pas terminé, une tentative de séparation, de construction identitaire, de différenciation de sa mère notamment. Louise a passé plusieurs mois à changer de tête, de coupe de cheveux, de couleur, allant jusqu'à tester des perruques. Ses parents ont toujours été très ouverts, l'ont laissée expérimenter. Lorsqu'elle venait en groupe, elle voyait l'effet que ça avait sur nous, sans que ça ne change rien à son accueil, sa place, tout en mouvement. Elle a fini par se raser la tête, expliquant que c'était trop. Je cite « Il est temps de prendre soin de mes cheveux, trop abîmés ». Voilà 5 mois qu'elle n'a pas touché ses cheveux. Ils poussent tranquillement, se réparent. Lors du fameux groupe où elle a pu évoquer son attirance pour les filles, nous avons questionné un lien avec son vécu compliqué avec cette amie. Vécu de harcèlement réel, de moments interprétatifs, de jalousie, de temps où l'autre ne pouvait exister qu'en dualité avec elle. Nous avons fait le parallèle avec une anecdote déposée sur un autre groupe autour de crises d'angoisse massives vécues lors de soirées pyjama chez cette amie où elle avait dû appeler au secours sa mère pour la chercher et finir par s'apaiser une fois chez elle. Questionnement toujours, tout en mouvement, sans interpréter et pour la laisser cheminer. Si parler de Louise paraît pertinent, c'est parce qu'elle illustre très bien cette idée de mouvement à l'œuvre à l'adolescence et qui me semble si riche d'un point de vue clinique et thérapeutique. En groupe, on accueille, on parle, on régule, on cadre, on bouscule. On met des limites, on suit le mouvement du groupe. On éprouve avec le groupe ses mouvements. Prendre part à un questionnement en y adhérant complètement me semble moins thérapeutique que de rendre compte du cheminement, du mouvement à l'œuvre pour le jeune. Dans le cas où l'adolescent s'interroge sur son genre, le nommer par son prénom réel, accepter de l'appeler autrement s'il le demande, ne pas être gêné de se tromper la fois suivante, réajuster si besoin, c'est aussi un rappel à la réalité, une limite réelle de quelque chose en mouvement. C'est une façon de l'aider à cheminer dans ce qui fait sens pour lui dans le présent, mais aussi vers quelque chose qui peut exister pour lui dans un futur, mais qu'il est important de questionner au travers d'une histoire familiale, identitaire, au travers de ressentis, de moments partagés. Louise nous montre à quel point c'est difficile d'être un adolescent, d'éprouver les changements physiques, psychiques, d'expérimenter le complexe du homard, de penser qu'on est ça, mais le lendemain plus vraiment. Et à quel point ça peut être utile d'avoir des limites claires qui peuvent exister dans le mouvement. Voilà, donc pour synthétiser un petit peu, la question du réaménagement identitaire à l'adolescence, c'est une question centrale. L'adolescent peut venir rechercher de nouvelles identités que les adultes autour de lui ne comprennent pas, ne vont pas comprendre. L'adolescence, c'est aussi un moment où on se sépare de ses parents et où on se met, comme on le disait tout à l'heure, en quête de nouvelles identités et de nouvelles identifications. En cela, ces nouvelles identifications peuvent aussi s'orienter vers des questionnements qui concernent le genre et la sexualité, questionnements qui font partie inhérente du processus adolescent. Les revendications adolescentes peuvent aussi être prises dans le discours social, dans un discours social. Le groupe thérapeutique OCMP, c'est par essence un lieu de socialisation, un lieu d'expérimentation sociale. Ce qui nous appartient de penser en tant que professionnels, c'est peut-être quelle est la place de la sexualisation dans l'aménagement identitaire et les identifications du jeune à ce moment-là. À quel endroit vient s'inscrire pour le jeune la nécessité de se séparer, la nécessité de se différencier, peut-être de ses identifications anciennes. Et cette revendication, cette démonstration, peut-elle avoir le sens d'inscrire socialement le jeune à ce moment-là, dans ce cadre social-là ? C'est des questionnements qui doivent toujours un petit peu nous animer. Voilà. Aussi rester attentif au fait que les revendications peuvent avoir un sens différent selon l'âge et selon la maturité de l'adolescent qu'on accompagne.
Et donc du coup, pour finir, on voulait un petit peu partager avec vous quelques pistes. Et donc c'est vrai que par cet atelier, cette intervention, on a voulu mettre en discussion avec vous les questionnements qui nous animent dans notre pratique professionnelle, au sein des groupes d'activités thérapeutiques et plus largement au sein du CMP. Et donc c'est vrai qu'initialement, nous avions mis en réflexion nos craintes et nos embarras. On a dû vraiment rapidement dépasser ça pour poursuivre notre travail thérapeutique et accompagner ces adolescents toutes les semaines. Et donc en termes de pistes, on en a plusieurs. Donc pour démarrer, ça serait écouter l'adolescent tout en n'étant pas dupe, accueillir sa parole tout en cherchant ce qu'il y a derrière son discours. Par ne pas être dupe, nous entendons le fait de considérer le processus psychique inhérent à l'adolescence, qui induise du coup un caractère mouvant, changeant, fluctuant. Il est important de rester à l'écoute et de reconnaître l'adolescent dans ses questionnements identitaires, sans pour autant venir figer quelque chose qui par essence est en mouvement. Cela nous renvoie, comme on en a parlé précédemment, au complexe du homard, développé par Françoise Dolto et évoqué avant, où l'adolescent se cherche et se vit parfois comme dauphin, quand il n'est encore qu'une crevette. Cela demande du coup de l'accompagner en s'adaptant à son rythme, à son cheminement. En poursuivant, on peut imaginer qu'accompagner les phénomènes adolescents où l'adolescent peut se questionner, notamment dans les identifications à un groupe ou à une communauté, que le phénomène adolescent se rend compte que ça existe, que du coup ailleurs et en dehors de lui, il peut s'identifier à une communauté. Il nous semblait important qu'on puisse se décaler toujours du discours de l'adolescent, ne parfois pas le comprendre et surtout respecter que ce ne soient pas nos codes qui soient employés par celui de l'adolescent, mais bien les siens, ceux de l'adolescence. Et pour ouvrir un tout petit peu notre réflexion, il nous semblait important de rappeler, notamment par rapport à la question des nouveaux symptômes actuels, et on pense aux nouveaux diagnostics, comme par exemple des diagnostics tels que l'hypersensibilité, le haut potentiel intellectuel. C'est des choses auxquelles on est très confronté dans notre pratique quotidienne au CMP. Et on souhaitait juste rappeler que derrière la revendication ou l'identification à un symptôme, il nous appartenait toujours en tant que professionnels d'essayer de rechercher la subjectivité chez l'adolescent et de rechercher le sens singulier que ça peut prendre pour l'adolescent. Voilà. Merci. Agnès, donc une collègue pédopsychiatre qui va vous parler de la consultation dédiée à la transidentité et de la RCP dédiée à la transidentité. Merci de me donner la parole et donc aux pédopsychiatres. On parle bien des adolescents, hein, je ne suis pas des adultes. Et donc pour nous, pédopsychiatres, on reçoit un adolescent parce qu'il y a une souffrance. Ça peut être celle de l'adolescent, ma collègue l'a dit, souffrance psychique, mais ça peut aussi être celle de son entourage. Et tout à l'heure, Julia Vesque nous a parlé de quelqu'un qui pourrait être xénogenre, donc s'identifier, je suis un arbre ou je suis une pierre. Eh bien, si cet adolescent va bien en se sentant une pierre ou un arbre ou que son entourage l'accepte, il n'y a pas besoin qu'il vienne consulter. Si il est angoissé d'être une pierre, si son entourage est très angoissé de voir qu'il a un vécu de pierre, et dans ce cas-là, ils viendront consulter. Donc pour dire qu'un adolescent qui se sent homme ou se sent femme et que ça ne lui pose pas de problème, il n'y a aucun trouble psychique ni chez lui ni chez son entourage, il n'y aurait peut-être pas besoin qu'ils viennent nous voir. Hein. Donc c'est pour parler de la dépsychiatrisation. Je ne suis pas pour la dépsychiatrisation parce que moi j'aime bien mon métier, mais je pense que nous sommes des praticiens, nous sommes des médecins qui traitons la souffrance. Voilà. Donc les adolescents qui viennent, qui demandent une consultation chez nous, donc pareil, hein, service public, accès facile, gratuit. Alors facile pas en termes de délai de rendez-vous, ça c'est un autre problème, mais voilà, on écoute leur souffrance. Et quand on parle de dysphorie, moi c'est un terme que j'aimais bien, mais je sais qu'il est très contesté, donc j'essaye de ne plus l'utiliser. C'était quand même dire qu'il y a des personnes qui ont une incongruence de genre, donc elles ne se ressentent pas dans le genre qui leur a été assigné à la naissance, et s'y associe une souffrance, et c'est ça la dysphorie. Alors bien sûr, il y a différents, Julia Vesque l'a dit aussi, type intensité, si on veut, de la dysphorie, mais finalement, s'ils viennent consulter, et si ça apparaît dans les classifications médicales, parce que finalement, pourquoi est-ce que ça doit être dans des classifications médicales ? Eh bien, c'est parce que justement, il y a cette souffrance, et que
la médecine, les soignants sont interrogés, et en particulier pour des personnes qui souhaitent alors faire une transition médicale, chirurgicale, eh bien, elles vont bien sûr interroger la médecine et demander à faire un parcours qui va être toute leur vie accompagné médicalement. Et c'est aussi pour ça que ça reste dans les classifications médicales, même si effectivement dans la dernière classification de l'OMS, la question de la transidentité est sortie de la psychiatrie et elle est dans les parties des troubles sexuels. Alors, la question de la transidentité, elle n'est pas récente. Il y a toujours eu des personnes qui venaient avec ces questions-là. Bien sûr, c'était très stigmatisé, et c'est seulement, en tout cas pour que la question des adolescents, ça fait une dizaine d'années finalement en France, on va parler de ce qui se passe en France, qu'il y a des consultations dédiées. Ça a commencé à Paris, 2013, donc vous voyez, ça fait 10 ans, et c'est venu dans les différentes régions progressivement. C'est pas partout encore qu'il y a des consultations dédiées. Après, il y a les pédopsychiatres, les psychologues, toutes les personnes qui accueillent des adolescents, bien sûr, ont des adolescents qui viennent avec ces questions-là. Alors, comment c'est venu à Strasbourg ? C'est venu avec la Société française de psychiatrie de l'enfant, qui a fait des journées. Moi, ça m'intéressait comme question. Je n'étais pas du tout spécialiste de ça. Je vais m'occuper des enfants autistes, des enfants TDAH, des enfants... Voilà, il y a suffisamment de choses aussi dans pédopsychiatrie pour s'occuper. Et ces questions sont venues, et du coup, je me suis dit, j'ai dit oui, ça m'intéresse. Je travaille, j'ai une consultation au CMP adolescent, le CAMPA. Eh bien, j'ai fait savoir que je m'intéressais à cette question, et du coup, on a commencé à m'envoyer des ados qui venaient avec ces questions, donc 2016. Donc, c'est pas très vieux, moi, ça fait 6 ans. Donc en 6 ans, en sachant qu'en gros, j'ai à peu près même pas une demi-journée de consultation pour ces adolescents-là. Tout le reste du temps, je m'occupe d'autres types de problématiques de l'enfant et de l'adolescent. Eh bien, je me note à chaque fois, j'ai une petite liste, j'en suis à 98 patients qui sont venus avec ces questions, essentiellement des adolescents, donc c'est quand même plutôt 14-17 ans, et j'ai quelques enfants aussi qui sont venus avec ces questions. Ils sont venus évidemment avec leurs parents, et là j'en ai moins de 10 d'enfants, je dirais moins de 11 ans, prépubères, qui sont venus pour ces questions-là, et c'est en augmentation. Actuellement, on a beaucoup de mal à suivre, parce qu'il y a au moins une demande par semaine, et comme on continue à les suivre, voilà. Donc, bien sûr, c'est en augmentation. En tout cas, il y a plus d'adolescents qui viennent avec ces questionnements-là. Alors, on les voit, ils viennent avec ces questions, mais la plupart du temps, nous, on traite la souffrance psychique. Donc c'est, comme Odile Renoir l'a dit aussi, des affects dépressifs, des idées suicidaires. Ils sont parfois déjà passés à l'acte, ils se scarifient effectivement, ils sont en phobie scolaire parfois, ils ont subi du harcèlement ou pas, ou c'est eux qui n'arrivent plus à aller... un adolescent trans, donc jeune fille biologique au départ, disait « Je ne supporte pas au collège de voir des garçons cis », alors que moi je suis un garçon, donc il se sent garçon, mais trans du coup, parce que les adolescents cis, ils sont tout ce que je voudrais être, les garçons cis. Donc c'était pas qu'il était harcelé, mais c'est que d'aller voir au collège, donc du coup il était en refus scolaire, et il restait à la maison à cause de ça. Donc, et il y a certains, alors une minorité, mais il y a quand même la question du trouble du spectre de l'autisme, qui est un peu plus souvent... disons, les personnes avec trouble du spectre de l'autisme, un peu plus souvent, ont des questionnements sur leur genre, avec comme ça aussi de la transidentité. Et du coup, c'est un peu différent dans leur approche de cette question-là. Et c'est aussi à nous de les accompagner de manière un peu plus spécifique. Donc depuis à peu près 6 ans maintenant, c'est la 7e année, cette consultation. Alors il y a aussi un peu une équipe au CAMPA, et heureusement, il y a des psychologues, il y a des soignants. On a pu aussi faire un petit groupe de parole pour adolescents concernés par cette question. À un moment, on l'a arrêté parce qu'ils venaient moins, ou ils n'avaient pas forcément envie d'être avec des adolescents concernés. Donc il y a d'autres groupes thérapeutiques qui accueillent ces adolescents-là. Un groupe de parole pour les parents dans un partenariat avec la Maison des ados, parce que bien sûr les parents se posent beaucoup de questions, et bien sûr nous les professionnels on les écoute, mais d'être entre parents qui sont à différents degrés d'acceptabilité, eh bien c'est bien pour eux aussi. Donc voilà, on a essayé de proposer
proposer quelques moyens. On n'a pas d'énormes moyens, la psychiatrie publique. Donc, on fait ce qu'on peut pour les accueillir au mieux. Et alors, ça, c'est la partie... Oui, encore un petit peu de clinique. On accueille plus de filles qui viennent avec ces questions que de garçons. Je dirais à peu près 2 tiers de filles, donc garçons trans, se sentant garçons, et 1 tiers de filles trans, qui se sentent filles. C'est pas tout à fait la même profil. Après, chacun est différent. La transition sociale faite par les garçons trans est parfois un petit peu plus facile, quoique, c'est-à-dire de prendre une apparence masculine, de se faire genrer au masculin, même si la question de la voix est toujours assez cruciale pour les jeunes gens trans, parce que la voix féminine, ça se remarque, et la question des binders, d'aplatir sa poitrine, donc du coup, ça peut poser des problèmes aussi pour faire du sport, la question des vestiaires, la question de la piscine, enfin bon, et la question des toilettes, toutes ces questions qui se posent dans les établissements scolaires, bien sûr, dans les internats, et donc on les accompagne aussi dans ces questions-là. Et après, les filles trans, prendre une apparence féminine pour un garçon biologique, c'est pas si facile. Ça dépend de leur morphologie, mais souvent ils sont déjà un peu... Ça dépend de les stades de puberté, mais enfin quand même un peu grand, avec une voix masculine, des poils, et du coup prendre une apparence féminine, c'est pas si facile, mais pour eux, c'est important, et la transition sociale, c'est la première étape, choisir un prénom, se faire genrer masculin ou féminin, à la maison, à l'établissement scolaire. Alors, grâce à la circulaire Blanquer 2021, c'est plus facile dans les établissements scolaires. Moi, j'ai pratiquement pas vu de refus rapporté par les jeunes du changement de prénom, même s'il n'est pas officiel sur la carte d'identité, et du changement de genre. Bien sûr, après, les professeurs, de manière individuelle, y arrivent plus ou moins, et bien sûr qu'il y a du mégenrage. Les autres ados, généralement, sont assez ouverts à ces questions. Ça commence avec le groupe d'amis. Généralement, ça se passe un peu mieux. Mais bien sûr, ça dépend quand même un peu des collèges. Il y a des collèges ou des lycées où c'est un peu plus facile. Globalement, c'est plus facile au lycée qu'au collège. Donc, la transition sociale, c'est la première étape pour les adolescents. C'est vivre dans l'autre genre et essayer de petit à petit que l'entourage accepte cette façon de les voir différemment, et ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain, ça prend du temps pour les parents de dire mon fils au lieu de dire ma fille, de plus utiliser le petit prénom ou ma choupette ou même ma chérie. Ben non, c'est plus ma choupette. Voilà. Donc parfois ça passe par d'autres surnoms, et mais souvent, les adolescents, d'ailleurs, souhaitent que ce soit leurs parents qui choisissent le prénom, ou choisir avec eux, en tout cas, le nouveau prénom, qui est souvent, je dois dire, assez original, souvent, les prénoms qu'ils choisissent. Voilà, donc la différence, garçon-fille, un peu plus de filles qui viennent consulter. Et après, les autres étapes après la transition sociale peuvent être la transition médicale, voire chirurgicale. Béatrice Denès en a parlé. Alors, actuellement, ce qu'on peut faire chez l'enfant et chez l'adolescent, avec un certain encadrement et des recommandations que nous suivons de la Haute Autorité de Santé, serait qu'on peut éventuellement bloquer la puberté d'un enfant au début de sa puberté, c'est-à-dire juste lui donner un peu plus de temps pour se décider s'il va aller vers le masculin ou le féminin. Il y a encore très peu, il y en a il y a une possibilité de le faire en pédiatrie à Strasbourg. Il y a un pédiatre endocrinologue qui reçoit ces jeunes avec leur famille. Ça encore, je pense qu'on doit être à 4 enfants qui ont des blocages de puberté qui ont débuté. C'est encore peu, et c'est bien sûr des cas assez particuliers d'enfants très précocement qui ont affirmé leur transidentité, avec des parents très ouverts à ces questions, qui signent, les 2 parents, un consentement éclairé, en sachant que le blocage de puberté est complètement réversible. C'est bien pour ça qu'il est autorisé, et que il y a très peu d'effets négatifs, mais c'est surveillé médicalement. À partir de, actuellement, 16 ans, mais les recommandations internationales disent maintenant que ça va être fonction de la maturité du jeune. Alors,
c'est quoi la maturité à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans, ça peut beaucoup prêter à discussion. Mais globalement, dans la 16e année, certains adolescents qu'on accompagne et qui sont très constants dans leurs demandes, relativement stabilisés sur le plan psychique et qui ont des familles très coopérantes autour de la question de leur transidentité, peuvent accéder à un traitement de féminisation ou de masculinisation qui est donné à petite dose au début, très progressive, qu'on peut arrêter à tout moment si l'adolescent change d'avis, parce qu'il a le droit de changer d'avis. On a eu quelques cas, c'est de loin pas la majorité. Moi, je crois que pour l'instant, dans ceux que j'ai continué à suivre, j'en ai 3 qui ont arrêté. Et c'est possible, bien sûr. Voilà. Et puis, la question de la chirurgie. Pour l'instant, à Strasbourg, l'équipe de chirurgie n'opère pas les mineurs, n'accepte pas. Donc, il faut avoir au moins 18 ans pour pouvoir avoir une opération, donc soit la torsoplastie, généralement demandée par les hommes trans, et éventuellement la vaginoplastie par les femmes trans et les prothèses mammaires. Bon, après, il y a d'autres, mais c'est surtout ça qui est demandé. Mais la torsoplastie, on l'a dit, dans certains endroits, se fait chez des grands adolescents éventuellement. Voilà ce qui se fait. Alors, dernier mot sur la RCP. Qu'est-ce que la RCP ? Les réunions de concertation pluridisciplinaire. Alors effectivement, sur le modèle de ce qui se faisait ailleurs, en particulier à Paris, c'est Jean Chambry en 2018 qui est venu nous faire une conférence et on l'a rencontré, on était plusieurs médecins ou non médecins à commencer à s'intéresser à cette question. Et on a créé cette RCP qui, pour moi, est avant tout un groupe de personnes qui vont accompagner ces variances de genre. Donc, évidemment, le côté psychologue, psychiatre, les soignants qui travaillent avec nous en pédopsychiatrie ou en psychiatrie. Et les endocrinologues qui vont être concernés, donc déjà pour les mineurs aussi, donc pédiatres, endocrinologues et endocrinologues hôpital ou privé, mais c'est pas tout le monde qui accepte qui s'intéresse à cette question, et après il faut qu'il soit formé bien sûr. Et puis chirurgie. Et je dois dire que cette démarche de créer cette RCP, ça a correspondu avec l'intérêt de la chirurgie, de quelqu'un dans l'équipe de chirurgie qui a dit je suis intéressé pour me former pour les techniques chirurgicales très spécialisées de ce type de chirurgie. Et s'il n'y avait pas eu la RCP, ça n'aurait pas pu se créer parce que la RCP est officiellement nécessaire, l'avis de la RCP pour que la personne ait accès en particulier à la chirurgie. Donc la RCP, ce sont des réunions qu'on fait tous les 3 mois. Donc je me suis arrêtée dans mon énumération, mais il y a le côté psy, les endocrinos, les chirurgiens, les gynécos. Alors au début, je n'avais pas pensé aux gynécos, mais les gynécos sont arrivés en nous disant « Nous avons des hommes trans qui demandent des chirurgies gynécologiques, c'est-à-dire ablation de l'utérus, ablation des ovaires. » Donc les chirurgiens de gynécos sont venus aussi. Et puis il y a les biologistes de la reproduction, puisqu'on questionne la préservation de fertilité éventuelle pour les personnes qui prendraient des traitements hormonaux de masculinisation ou de féminisation qui vont altérer leurs gamètes, et du coup il y a une consultation dans les sécos, et ça c'est au niveau national. Les sécos, ce sont vraiment c'est les endroits où se font la PMA, la procréation médicalement assistée. Eh bien, ils se sont formés, ils ont fait des consultations spécialisées, en particulier pour les adolescents, et c'est vraiment important parce que c'est pas évident de recevoir un adolescent de 15 ans lui disant « Bon, alors, quel est ton projet ? Tu veux avoir un enfant biologique ? Tu veux avoir un enfant avec une femme, avec un homme ?» Les ados, des fois, disent « Ouais, je sais pas, moi, je veux pas d'enfant, moi, j'en adopterai un. » Et oui, mais bon, c'est pas si simple, et peut-être que dans 10 ans, tu seras en couple, tu auras 25 ans, 30 ans, tu auras une question de projet d'enfant. Voilà, qu'est-ce qui est possible de faire ? Est-ce qu'on peut faire un prélèvement actuellement de tes spermatozoïdes ou de tes ovules pour que dans 5 ans, dans 10 ans, mais est-ce qu'il y aura des mères porteuses, est-ce qu'il n'y aura pas des mères porteuses, est-ce qu'on peut garder... Enfin bon, c'est compliqué comme question, c'est très sociétal aussi. Donc au moins que les adolescents et leurs parents, parce que je dis à l'ado, il faut que les parents viennent parce que déjà que c'est pas si simple la compréhension de toutes ces techniques, que les parents aussi aient pu entendre ce qui est possible, donc avoir un consentement à ce moment-là éclairé justement sur la prise d'hormones. Donc la RCP, elle réunit tous ces spécialistes. Alors
je dois dire qu'on a tout de suite été attaqué en disant oui, vous êtes qui, vous, qui décidez que vous allez prendre des décisions sur des personnes concernées par la transidentité qui s'autodéterminent et pourquoi il faut que les psychiatres donnent leur avis et pourquoi il faut que les endocrinos aient un certificat du psychiatre. Alors actuellement, c'est les recommandations auxquelles on doit se soumettre pour qu'il y ait des accords par la sécurité sociale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France, tout est pris en charge, du coup à 100% par la sécurité sociale. Donc on suit ça, on est assez ouvert c'est rare qu'on refuse, on est plutôt là pour aider à l'accès à la chirurgie par exemple, et pour ça, pour l'instant, il faut un certificat écrit d'un psychiatre, d'un endocrinologue qui dit que c'est nécessaire, que c'est une nécessité médicale pour la personne d'avoir un traitement de ce type qui va soulager sa souffrance. Donc voilà ce que sont les RCP, même si c'est un petit peu décrié. Je fais aussi partie de l'association Transsanté, dont a parlé Brigitte Denès, elle est coprésidente. C'est tout nouveau, il y a eu 2 congrès pour l'instant, et voilà, avec Thierry Gogel aussi, il y a beaucoup de monde en transsanté. Il y a la moitié, c'est des personnes concernées, des associations. L'autre moitié, des professionnels de santé. Il y a des sociologues, des ethnologues, des psychologues, beaucoup de gens qui réfléchissent à toutes ces questions. Et c'est vraiment important de se réunir, de se former ensemble. Voilà, parce qu'on dit oui, mais qui êtes-vous est-ce que vous êtes formés? Alors, il y a des choses qui existent. Il y a des journées de formation. On se forme en rencontrant les autres. Moi, j'y connaissais rien à la chirurgie. Maintenant, je sais un petit peu plus de choses. Donc, c'est important pour nous d'échanger. On a le point un petit peu délicat, c'est effectivement le contact avec des associations qui sont souvent assez militantes et qui ont subi beaucoup de la psychiatrie en particulier, parce que la psychiatrie a stigmatisé les personnes transsexuelles, comme ça s'appelait à l'époque. C'est vrai, donc on a tout un passif derrière nous. Donc si vous voulez, quand on m'attaque en tant que psychiatre, on attaque en fait tout ce que la psychiatrie derrière moi a fait. Donc bon, ok. Là maintenant, j'accepte plus tellement de dire que je fais de la thérapie de conversion ou que je suis transphobe. Ça me déplaît assez parce que c'est pas mon idéologie. Mais c'est vrai que c'est un peu délicat. Donc on a essayé, grâce à Thierry en particulier, à la Maison des Ados, d'avoir des échanges. C'est work in progress. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est important aussi, en tout cas, qu'on puisse échanger. Ces journées en font partie. Je suis contente d'y participer. Merci.